Bonjour la tribu Api. Mon rucher a été visité par un vétérinaire il y a quelques semaines parce qu'une maladie avait été détectée dans un rucher à proximité du mien. Du coup, j'en ai profité pour l'interviewer. Mais avant de vous partager l'interview avec le vétérinaire, j'ai 4 définitions à vous partager. La première définition est la définition d'un syndicat apicole. Un syndicat apicole, c'est une organisation qui est à une échelle départementale ou régionale, qui représente l'ensemble des intérêts des apiculteurs qui sont membres de ce syndicat. Parmi les missions du syndicat, il y a la défense des droits et des intérêts des apiculteurs, la promotion de l'apiculture au sein de la région, il y a également la formation des apiculteurs et le partage et la diffusion des bonnes pratiques apicoles. La deuxième définition, c'est le GDSA, le Groupement de défense sanitaire apicole. C'est une organisation spécialisée dans la protection de la santé de l'abeille. Le GDSA fournit des informations, mais également apporte un soutien et des ressources pour aider à prévenir et traiter des maladies que peuvent connaître les apiculteurs dans leur ruche. La troisième définition, c'est le TSA, le technicien sanitaire apicole. En fait, c'est le bras armé du GDSA. C'est un apiculteur qui a reçu une formation spéciale pour comprendre et traiter les maladies de l'abeille. Ils sont formés pour conseiller et aider les apiculteurs qui ont des questions pour les traitements et les maladies qui peuvent toucher leur colonie. Et enfin, la quatrième définition, c'est la loque américaine. La loque américaine est une maladie dangereuse et très contagieuse qui touche les abeilles. Cette maladie est causée par une bactérie qui s'appelle la Phenabacillus larvae. Cette maladie affecte le couvain, c'est-à-dire les abeilles qui sont au stade d'œufs, de larves et de nymphes, donc les abeilles qui vont naître. Et les abeilles qui vont naître, qui sont infectées par la loque américaine, en fait vont se transformer en espèce de masse gluante dont les abeilles adultes auront beaucoup de mal à se débarrasser. Si cette maladie n'est pas découverte et traitée très rapidement, ça peut conduire à la perte de la colonie et même à la perte de l'ensemble du rucher. Voilà, maintenant que j'ai défini ces termes, je vous partage l'interview que j'ai eue avec le vétérinaire. Donc le vétérinaire est rattaché au GDSA et lui, il a vraiment un regard expert sur l'ensemble des maladies qui peuvent toucher les colonies. Donc il est venu visiter l'ensemble de mes ruches et aucune d'elles, heureusement, n'a de traces de loque américaine. C'est rassurant et c'est avec grand plaisir que je vous partage son interview. Déjà, vous êtes donc vétérinaire rattaché au GDSA. Moi, je suis vétérinaire conseil du GDSA, oui. Ouais, donc de Savoie. Oui. Le GDSA vous sollicite à quel moment en fait? Là, il y a des foyers de loques. Le GDSA, il me sollicite pour les traitements. Quand il y a des formations, que je sois là pour, disons, accompagner les formateurs et accompagner les gens qui sont formés. Et puis autrement, quand il y a des signes, des pathologies qui ne sont pas forcément toujours faciles à comprendre, essayer de faire le jour, quoi. C'est de trouver la cause. Ouais. Et donc là, les apiculteurs de leur propre chef peuvent vous contacter en disant en principe, si vous voulez, il y a les TSA. Oui. Donc les apiculteurs essayent de contacter les TSA et si le TSA n'arrive pas à résoudre, ma foi, je vais avec eux puis voir si on a un peu plus, on peut avancer un peu plus. Oui. C'est vrai que l'antenne la plus proche, ça reste les techniciens. Normalement, c'est les TSA. Après, après, il y a des gens qui me téléphonent pour des conseils, des choses comme ça. Dans la mesure du possible, j'essaie de donner la réponse adéquate. Souvent, c'est pour des traitements ou pour des fois, des colonies qui ont des comportements un peu bizarres. On a eu, il y a quelque temps, des désertions. Des ruches qui se vident. On en a eu, c'est l'année dernière, j'ai été dans un rucher où sur 40 ruches, il y en avait plus d'une vingtaine où les abeilles, elles étaient sous la ruche. Sous la ruche? Comme si c'était un essaim qui était arrivé. Oui. Mais en fait, c'était les abeilles de la ruche qui étaient sorties. Alors, on n'a pas compris si c'était suite à un traitement. Bon, on a eu 2 ou 3 fois déjà des alertes comme quoi les abeilles partaient. Et même l'INRAE dans le Vaucluse, là, à Avignon, ouais. Et ils ont eu une fois sur 20 ruches, ils ont eu, je ne sais pas combien, une quinzaine qui sont partis. Ils n'ont jamais compris pourquoi. Okay. L'explication rationnelle... on l'a pas encore. Non. Et donc là, vous êtes intervenu ici parce qu'il y a eu un foyer de... Il y a un foyer de loque américaine. Et comment c'est l'apiculteur qui l'a trouvé? Comment ça a été...
Alors, je pense que l'apiculteur a eu des doutes concernant, ou a constaté qu'il y avait de la mortalité ou des abeilles, des ruches qui étaient faibles chez lui. Il a fait venir un TSA. Donc, et le TSA a fait un prélèvement donc sous mes ordres. Enfin, c'est beaucoup dire que c'est sous mes ordres, mais il m'a demandé qu'est-ce qu'il pourrait faire un prélèvement. Mais j'ai dit oui. Pas de problème pour une recherche loquille américaine, loquille européenne, et c'est sorti loquille américaine. Et comment ça a été fait le prélèvement? C'est des échantillons? Le prélèvement, il suffit de prendre un morceau de couvain douteux, 10 sur 10, et puis on l'envoie au laboratoire, et le laboratoire donne une réponse en moins de 24 heures. Ouais. Parce que oui, les maladies de la loque européenne et américaine, ça ne touche que le couvain. Ça fait partie, oui. Ça fait partie de ce qu'on appelle les dangers sanitaires numéro 1. La législation qui est encore en vigueur, mais qui est amenée à disparaître dans un avenir proche. Donc les DS1, on a Ethinatumida, on a Tropila elaps, on a donc loquille américaine, et puis on a Nosema apis. Ah oui, d'accord. Nosema apis, pas Serrana. D'accord. Donc, ça, bon, les histoires de diarrhée, après les histoires de parasites, Dieu merci pour le moment, on n'a rien. Et puis, donc, la loquille américaine. Et donc là, c'est des maladies avec une déclaration obligatoire? Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui a été fait pour le rucher de la personne? Eh ben, le rucher, il a été visité, toutes les ruches, tous les cadres ont été visités. Tout ce qui était suspect et confirmé, labo positif, c'est euthanasié. Ok. Et puis après, on fait une visite un mois plus tard pour contrôler, pour voir si les colonies qui restent sont indemnes. D'accord. Et ça m'est arrivé une fois de refaire des contrôles et d'en retrouver des positifs. Donc il a fallu faire 2 interventions à 1 mois et demi d'intervalle. Bon, enfin, c'est pas insurmontable, mais je veux dire par là, et après c'est propre. D'accord. Et après, dans les bonnes pratiques pour éviter la loque, il y a la désinfection du matériel, le renouvellement des cadres. Pour éviter de transmettre de ruche à ruche, il faut désinfecter le matériel quand il y a des suspicions. Ouais. Mais n'importe comment que ça fasse, il faut le faire assez régulièrement pour pas qu'on ait de risque de transmission au cas où. Parce que la loque, aussi bizarre que ça puisse paraître, moi c'est mon sentiment un peu personnel, c'est qu'il y en a souvent qui n'est pas apparente. Et il suffit des fois de phénomènes de stress, de manque de nourriture, de mauvaise ambiance météo, pour que ces pathologies elles ressurgissent. C'est à mon idée, c'est ce qui s'est un peu passé là-haut l'année dernière en Haute-Maurienne. Après, il y a aussi des gens qui ne font pas forcément toujours l'entretien idéal de leur ruche, ils ne changent pas forcément bien les cires. Et c'est vrai qu'en éliminant les cires, on élimine les écailles susceptibles d'être des réservoirs. Et on a beaucoup plus de chances de ne pas voir apparaître la loque. D'accord. Mais ça fait partie des bonnes pratiques. Il faut, c'est des trucs, il faut faire, faut que ça devienne un peu des réflexes. Même si ça peut paraître un peu exagéré, mais je crois que c'est pas exagéré. Je pense aussi. Alors qu'avant, l'apiculteur avait une technicité matérielle d'allumer l'enfumoir, de déplacer les ruches, de les peindre, de les entretenir, alors que là, maintenant, le rôle sanitaire est un volet à part entière. L'identification, oui, mais ça a plus ou moins toujours été. De plus en plus. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression quand même que le sanitaire prend de l'importance. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a la nouvelle législation sanitaire apicole qui va apparaître, qui a déjà été votée, mais qui n'a pas eu encore, comment on appelle ça, les décrets d'application. Et tout ce qu'on fait à l'heure actuelle, ça risque de ne plus être reconduit. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de visite systématique dans un rayon de 3 km. D'accord. Ça me paraît étonnant. Non, mais c'est les dispositions européennes. D'accord. Et même si les États sont souverains, ils sont plus ou moins obligés de s'y soumettre. D'accord. Donc, d'accord. Ça va changer. Oui. Et vous, quel est un peu votre, pour terminer sur ces dernières questions, vos confiances par rapport à l'apiculture, notamment en France, le développement et le maintien de l'apiculture en France, amateur et professionnel? Il y a toujours une certaine rivalité entre les amateurs et les professionnels. Bon, après, les apiculteurs amateurs, quand on a affaire à des paysans dans des endroits, des villages montagnards ou autres, ils sont très, je dirais entre guillemets, bornés.
Mais vous avez aussi, bon après c'est pas la majorité, hein, mais vous avez aussi des apiculteurs professionnels qui sont d'un sans-gêne sous prétexte que c'est leur gagne-pain, ils sont d'un sans-gêne rare. Et ils viennent dans des secteurs avec 30, 40, 50 ruches, coloniser des vallées. Et bon, ben, c'est au détriment des gens qui sont autochtones, quoi, qui restent là toute l'année et qui voient au moment de la mielée, ben, une mielée qui est un petit peu remise en question parce qu'il y a beaucoup de monde sur le secteur. D'accord. Mais bon, ça, la nature humaine, malheureusement, on ne va pas la changer. Mais c'est vrai qu'il y a autant il y a des apiculteurs particuliers, particuliers qui sont un peu bornés, et autant on a des professionnels qui sont qu'on n'arrive pas à cadrer, quoi. Et en tout cas, vraiment pour éviter les maladies, notamment LOC, vraiment ce que vous recommandez, c'est désinfecter souvent le matériel. Il faut désinfecter souvent le matériel. Aussi bien combinaison. Et faire des visites relativement fréquentes. Bon, les combinaisons aussi, il faut les laver au caillou et puis mettre éventuellement des gants, éviter les gants en cuir parce que ça peut transmettre. Les gants en cuir, c'est sûr que... Bon, après, il y a les gants en caoutchouc qu'on peut désinfecter avec des solutions hydroalcooliques ou ça laver avec des détergents, des trucs un peu puissants. Mais et puis il faut surveiller, il faut regarder, il faut ouvrir, il ne faut pas avoir peur de regarder ces ruches. Et s'il y a une suspicion, pas attendre, dire ça va peut-être passer. Il faut demander à des gens qui ont un peu plus de connaissances, sans problème, qui se déplaceront tout à fait sans problème. Ça, c'est vraiment sympa. Hein. Merci encore d'être venu, d'avoir pris ce temps de visite. Et, il faut le faire. Moi, ça rassure aussi. C'est vrai. Quand j'ai reçu le courrier, je me fais « Oh !» C'est vrai que ça rassure. Mais bon, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que dans un proche avenir, ce genre de choses, on l'aura plus. Et bon, ça ne va pas se manifester du jour au lendemain, mais je pense qu'on risque d'avoir de la loque qui va se... Parce que ce qui se passe, c'est quand vous avez une ruche qui est un peu faible, bon, comme maintenant qu'il n'y a pas beaucoup à manger, les abeilles, elles rôdent, elles cherchent. Si elles trouvent quelqu'un qui est plus faible, elles vont aller piller. Et elles vont ramener le miel, mais elles vont aussi ramener les maladies. Elles ramènent aussi les varrois. Et c'est ce qui se passe aussi un peu en arrière-saison, quand vous avez fait des bons traitements, et puis derrière, que vous avez encore du couvain, parce que malheureusement, le couvain n'est pas, la ponte n'est pas interrompue. Et vous avez une remontée en puissance du varroa qui fait que ça vous impacte les colonies pour l'hiver. Et ça, malheureusement, on en voit beaucoup. On en voit beaucoup. D'accord. Puis en plus, maintenant, on s'est aperçu aussi qu'il y a un autre virus qui est aussi avec varroa, et donc qui est transmis par varroa, celui des virus des ailes déformées. Eh bien, le variant B, il est particulièrement impactant au niveau des colonies et au niveau des abeilles. Et c'est le fait que le varroa introduise par piqûre ce virus, il en faut très très peu par rapport à la quantité qu'il faudrait que l'abeille ingère pour être malade. Et par contre, les maladies virales, on ne peut que les diagnostiquer. Bon, autant une loque américaine, 99 fois sur 100, allez, mettons 95 fois sur 100, on ne se trompe pas. Pour les maladies virales, bon, si on voit les ailes déformées, oui, mais après pour typer pour donner le type de virus A ou B, il n'y a que le labo qui peut le faire. D'accord. Voilà. En tout cas, je suis rassuré de savoir que mes 5 ruches vont bien et que tout est bon. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté l'interview. Si l'apiculture vous intéresse, je partage sur mon blog mespremiersruches.com un guide pour apprendre l'apiculture de A à Z, même si vous ne connaissez rien. Et pour cela, vous avez juste à vous rendre sur mon blog mespremiersruches.com, à rentrer votre prénom et votre adresse email et vous recevrez le bonus dans votre boîte mail. À bientôt, la tribu Api. Ciao.